sachant qu'il s'agit d'une thématique que toute entité publique doit lui conférer en fait l'importance qu'il mérite. Et je pense que cette rencontre justifie que notre université est consciente des enjeux en fait de la réforme de 2023 concernant la commande publique, plus particulièrement les marchés publics. Alors vous l'avez compris que c'est difficile de prendre la parole après un ancien contrôleur des finances, surtout qui a largement débattu les questions concernant les nouveautés du marché public, du décret du marché public. Et c'est pour cela que j'ai choisi, avec concertation avec les personnes en charge de cette journée, de vous parler d'un autre aspect aussi important que le décret lui-même, c'est le contrôle des marchés publics et d'un point de vue, un contrôle a posteriori. Et au cours de ma présentation également, je vais discuter certains aspects du contentieux des marchés publics. Prenant en considération mon expérience précédente, il constitue un prolongement des actes ou bien des décisions que l'administration ou bien que les établissements publics ou toute autre personne morale de droit public va prendre pendant la période de la passation du marché. Les conséquences du marché ne se limitent pas uniquement pour la période de la préparation du marché et sa passation, mais se prolongent au-delà de ça. On a des marchés publics qui datent en fait du début des années 2010 et sont toujours en contentieux, et ce qui empêche largement en fait l'efficacité et l'efficience recherchées par tous les intervenants dans ce domaine. Alors, je suis conscient également que mon intervention en tant que juriste qui porte sur l'intervention des juridictions financières, c'est juste pour vous rappeler certains principes que toutes les personnes qui travaillent sur les marchés publics connaissent. Je vais reprendre là où a terminé le professeur Neuhi par rapport à cette nécessaire traduction en fait des documents qui portent sur le marché public. Alors, on est dans un état que la Constitution prévoit que les langues officielles sont l'arabe et l'amazigh, et pourtant en fait tous les actes qui concernent les marchés publics sont rédigés en français. Toutes les actions, même les ordres de service, sont rédigés en français. Alors on se retrouve avec des difficultés, surtout lors de la compréhension de l'intention des administrations, des établissements publics lors d'un contentieux. La procédure judiciaire est une procédure en arabe. Tous les documents des dossiers contentieux sont rédigés en français. C'est juste une réflexion que je partage avec vous. Il est temps que toutes les personnes impliquées dans le processus de la passation de la commande publique rédigent leurs documents en arabe. Qu'est-ce qui empêche de lui consacrer cet intérêt? Je ne sais pas encore, et je vous laisse en fait le soin de faire votre propre avis. Je reprends par les chiffres. Alors un juriste qui reprend les chiffres, c'est toujours amusant. C'est pas toujours fiable comme données, mais en tout cas, ce sont pas mes données, ce sont des données que professeur Neuhi et professeur Moritz ont partagé avec vous, juste pour vous donner en fait l'importance de cette notion de commande publique, bien de cette notion de marché public. Pourquoi on doit lui consacrer tout l'intérêt qu'il mérite. Alors en 2023, 300 milliards de dirhams, soit 25% du PIB, c'est le budget général des marchés publics ou bien de la commande publique au Maroc. En 2024, ce chiffre va connaître une augmentation de 11,6%, ça veut dire 12% pratiquement, qui va atteindre 335 milliards de dirhams, d'après la LOF, d'après la loi de finances, le projet de la loi de finances. Les marchés publics ne sont pas uniquement un outil pour les besoins, pour satisfaire les besoins des administrations ou bien des établissements publics, mais c'est aussi un outil de partage des richesses de l'État à travers la création de l'emploi, à travers l'encouragement de l'investissement, et ce qui lui confère un volet ou bien une dimension beaucoup plus importante que la simple dimension d'achat public. Alors le rôle de ces marchés nécessite un contrôle très approfondi de leur passation, de leurs exécutions et de leur finalisation. Ce contrôle, c'est pour cela qu'il est attribué à un certain nombre d'organismes publics
avec cette mission principale de veiller à ce que les deniers publics soient dépensés, pas en respectant la réglementation, mais surtout avec l'efficience nécessaire à leur protection. Alors, pour ce qui concerne le contrôle, on a le contrôle a posteriori, le contrôle a priori, le contrôle de gestion. Ce qui concerne le contrôle a priori, vous l'avez compris avec la loi 6900, les établissements publics sont soumis à un contrôle de conformité et de régularité qui doit être exercé par le contrôleur financier en amont. On a le contrôle de gestion qui est exercé par les inspections de tous les ministères de tutelle exercent un contrôle de gestion. Et en plus, on a la haute juridiction financière, qui est la Cour des comptes, qui exerce un contrôle a posteriori. Les rapports de la Cour des comptes représentent des importantes pistes de recommandation et des pistes d'amélioration de la gestion. Alors, on a constaté depuis en fait que la Cour des comptes, qui est une institution constitutionnelle, existe, qu'il produit des rapports, qu'il produit des recommandations qui sont adressées au ministère en charge de... Je ne sais pas pourquoi ça... C'est pas affiché la diapo. Ok. Très bien. Alors. Depuis tout à l'heure, c'était bloqué sur... C'est la première présentation. D'accord, très bien. Alors, l'idée, c'est que je vais commencer par vous parler des attributions de juridiction. Je ne sais pas pourquoi il y a un décalage entre eux. Ça, c'est un simple historique par rapport à la réglementation des marchés publics. Le premier décret date de 1965 et le dernier décret date de 2023, comme vous le savez. Le décret de 2023, depuis 1965 jusqu'à 2023, l'objectif toujours du législateur, ce n'est pas le législateur, parce que vous savez que ce n'est pas le législateur qui adopte ces décrets, mais c'est surtout le pouvoir exécutif. Il s'agit d'un texte réglementaire pour qu'on puisse garder toujours la souplesse nécessaire pour modifier, pour s'améliorer ou bien s'adapter aux nouveautés sur les marchés. Maintenant, en plus des décrets, on a un ensemble d'autres textes comme les CCAG, les CCAGT, les CCAG-EMO. Jusqu'à présent, on n'a pas de CCAG pour les fournitures, alors ce qui implique qu'on utilise parfois le CCAGT sur les travaux de fourniture, et cela crée pas mal de difficultés parce que ce n'est pas adapté aux prestations de fourniture. Maintenant, en plus des CCAG et les CPS, etc., on a la loi 6900, la loi 6299 formant les codes de juridiction financière. Tous ces textes juridiques, leur objectif, leur finalité, c'est de s'inscrire la commande publique dans une approche de respect des principes de transparence. Depuis, en fait, 1965, l'objectif in fine de l'intervention des pouvoirs réglementaires, c'était toujours d'améliorer ce principe, les principes qui sont énoncés d'ailleurs par le décret, les principes de transparence, les principes d'efficacité et d'efficience et de rationalité de la commande publique. Le travail qui est effectué par la Cour des comptes, reprendre le diaporama s'il vous plaît. Les attributions des juridictions financières, il faut distinguer entre les attributions d'ordre juridictionnel et celles non juridictionnelles. On a en matière des marchés publics, le contrôle a posteriori est exercé sur les administrations, les établissements publics et les collectivités territoriales. Il porte sur la passation des marchés de travaux, de fournitures, des services et les bons de commande. Il est aussi exercé en l'occasion du contrôle juridictionnel et du contrôle de gestion. Ce qui compte, c'est qu'on distingue entre le jugement du compte. Alors, en ce qui concerne le jugement du compte, le contrôle concerne les organismes dotés de comptables publics. Les comptables publics comptent sur les gestions conformément aux dispositions de code de juridiction financière. L'objectif de ce contrôle est de vérifier la régularité et la conformité des marchés publics par rapport à la réglementation en vigueur. Et en cas d'irrégularité, le comptable est sanctionné par un arrêt de débit. Ça veut dire quoi un arrêt de débit? Ça veut dire que le comptable est déclaré comme débiteur. C'est la fameuse responsabilité personnelle. En cas de constatation d'un écart, c'est le comptable qui doit assurer le passif et le combler.
L'objectif de ce contrôle est de vérifier la réglementation, est-ce que le comptable a respecté la réglementation en vigueur. En cas de régularité, il y a un arrêt de débit. Et si cette irrégularité est due à une situation, et si le contrôle final s'arrête sur le fait qu'il n'y a pas d'irrégularité, il y a un arrêt définitif des comptes, et par conséquent, tout est correct, en d'autres termes. Alors pour les deuxième phase, c'est le contrôle relève de l'existence d'une infraction prévue aux articles 54 et 54, 55 et 56 des codes de juridiction financière. Il y a un différent intervenant, c'est pour vous dire de quoi il s'agit, ces sanctions: enfreindre les règles de réglementation, de liquidation, d'ordonnancement des dépenses publiques, enfreindre la réglementation relative au marché, procurer à eux-mêmes ou à autrui un avantage, injustifié en espèces ou en nature. L'article 54 s'adresse aux ordonnateurs. L'article 55 s'adresse aux contrôleurs et aux comptables publics. Alors, les responsabilités ici, c'est des responsabilités financières. Ce n'est pas des responsabilités pénales. Les juridictions financières n'interviennent pas en matière de juridiction pénale. S'ils constatent des infractions pénales, ils remettent le dossier au procureur du roi qui le transmet au ministère de la Justice pour prendre en fait les décisions nécessaires. Alors, en cas de manquement au respect des règles d'exécution des opérations financières, l'intervenant, et par là l'intervenant c'est le comptable ou bien l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur ou bien le contrôleur, est sanctionné par une amende dont le montant est calculé selon la gravité de l'infraction et le caractère répétitif de cette infraction. L'infraction ne peut pas être, l'infraction ne peut pas être inférieure à 1000 dirhams la sanction ne peut pas être inférieure à 1000 dirhams par infraction. Le montant cumulé des amendes ne peut pas être dépassé 4 fois le montant annuel des rémunérations attribuées ou bien allouées à la personne qui est sanctionnée. C'est la Cour établit que les infractions commises en matière des marchés publics ont causé une perte à des organismes soumis à leur contrôle. Il ordonne à l'intéressé le remboursement de cet organisme, des sommes correspondant en principe et aux intérêts. Ça, ce qui concerne le contrôle des disciplines budgétaires et financières. Maintenant, le contrôle des marchés publics en matière de contrôle de gestion, c'est un contrôle a pour objectif d'assurer l'efficacité, l'efficience de l'économie du marché, sa performance en plus de la qualité des prestations fournies aux citoyens. Alors, à l'issue de ce contrôle, il y a 3 canaux possibles. Soit il y a des pistes d'amélioration, ça veut dire ce qui fait ressortir toujours le rapport de la Cour des comptes. Ça veut dire qu'il y a un rapport qui est adressé, ou bien des recommandations qui sont adressées à l'administration ou bien à l'établissement public pour améliorer certaines choses que font sortir des insuffisances de gestion. Soit on a la responsabilité de gestion, et s'il s'agit d'une responsabilité en fait avérée, il y a la discipline budgétaire et financière. Et en cas s'il y a des infractions pénales, ou bien qui donnent lieu à une intervention sur le volet disciplinaire, un dossier disciplinaire, la demande est adressée au responsable de cette personne pour qu'il puisse engager la procédure disciplinaire pour responsabilité administrative. Ici, alors, vous me pardonnez, mais je ne suis pas très bon avec ce machin. Ah, d'accord. Alors, j'utilise toujours les rapports de la Cour des comptes qui relatent certaines observations qui permettent en fait d'améliorer en fait la gestion des marchés publics au sein des établissements publics. Maintenant, ces rapports utilisent 2 volets, ils s'intéressent à 2 volets, au volet passation et au volet exécution. Ils concernent également le volet contrôle, mais le volet contrôle, je vais le voir à travers le contentieux. En ce qui concerne la passation, les rapports de la Cour des comptes relèvent l'imprécision dans la détermination des besoins, dans la rédaction des termes de référence, le recours abusif au marché négocié et au marché dit de régularisation, le non-respect des délais de publicité et consultation
pour les marchés par rapport, notamment pour ce qui concerne les marchés par appel d'offres restreints, les insuffisances en matière d'évaluation des offres techniques. En ce qui concerne l'exécution, on a l'octroi des délais supplémentaires injustifiés aux attributaires, ce qu'on appelle les ordres de service ou bien les ordres d'arrêt ou de reprise de complaisance, non-maîtrise des délais d'exécution, non-application des pénalités de retard, écart important entre les travaux prévus par le CPS et ceux réellement réalisés, ce qui affecte en fait la crédibilité et remettre en question la crédibilité des CPS. On a les insuffisances au niveau de suivi de l'exécution des marchés, paiement de certains approvisionnements non réels, augmentation des coûts, non-respect des délais d'exécution, tolérance en malfaçon. Tous ces insuffisances sont relevées par les rapports de la Cour des comptes. Vers la fin de ma présentation, je vais vous présenter également les recommandations qui sont prévues pour améliorer et faire face à ces difficultés de gestion. Maintenant, le deuxième volet de mon intervention concerne le contentieux des marchés publics. Alors, le marché public, les litiges qui concernent les marchés publics sont diversifiés, ils concernent toutes les étapes de l'opération. Depuis la période préalable à la conclusion du contrat, jusqu'à la phase de lancement de l'appel d'offres, la conclusion, et puis la phase de l'exécution, et la quatrième phase, c'est la phase de la finalisation. Vous l'avez compris, il y a une diversité, cette diversité est due également à la nature de la prestation des marchés publics, notamment par rapport aux marchés de travaux, ce n'est pas les marchés de fourniture, ce n'est pas les marchés des études, ce n'est pas les marchés de services. Maintenant, il est difficile de revoir toutes les difficultés rencontrées lors de l'analyse des contentieux des marchés publics. J'ai choisi certains types de problématiques qui sont récurrentes. Ça veut dire quoi récurrente? Ça veut dire que si vous avez la possibilité d'analyser les dossiers de contentieux devant les juridictions administratives, si vous trouvez la majorité absolue de ces contentieux portent sur ces thématiques. On a les travaux hors marché, on a les décisions du maître d'ouvrage au cours de l'exécution du marché et on a les violations que l'entreprise peut commettre et que malheureusement le maître de l'ouvrage ne renseigne pas ou bien ne documente pas à travers des procès verbaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par les travaux hors marché? Vous savez que vous avez un outil, en fait, dans le cadre prévu par la réglementation en vigueur dans les marchés publics, c'est les travaux supplémentaires. Alors, les travaux supplémentaires, lorsque certains travaux sont nécessaires pour accomplir les travaux prévus par le marché initial, le maître d'ouvrage peut avoir recours à un pourcentage supplémentaire des travaux, je me rappelle bien c'est 10%, mais la loi prévoit un mécanisme ou bien des procédures pour qu'on puisse avoir recours à ces travaux supplémentaires. Il faut y avoir soit un ordre de service de la part de maître d'ouvrage, soit bien un avenant. Un avenant, ça veut dire qu'un contrat supplémentaire au contrat initial. Maintenant, dans la réalité des choses, dans les faits, dans la pratique, parfois le maître d'ouvrage ne se contente, pour l'urgence, pour certains besoins de rapidité, pour pas mal d'autres raisons, le maître d'ouvrage adresse un ordre oral à l'entreprise pour qu'il puisse effectuer certains travaux. Il n'y a aucune traçabilité et l'entreprise parfois s'exécute. Alors, sur la base d'un appel téléphonique ou bien d'une communication directe, l'entreprise s'exécute et commence à faire ses travaux supplémentaires sans avoir un soubassement légal. Sans le soubassement légal, après la fin du marché, ou bien lors de la phase finale du marché, le maître d'ouvrage n'a pas de soubassement pour pouvoir payer en fait l'entreprise. Alors comment on fait? L'entreprise est en situation de difficulté puisqu'il a engagé un certain nombre de moyens matériels, financiers, etc. pour l'exécution de ses travaux. Il engage, parfois avec concertation avec le maître d'ouvrage, il engage des procédures judiciaires contre le maître d'ouvrage pour qu'il puisse, à travers une décision de justice, régulariser la situation. Alors, devant les juridictions administratives, il se retrouve devant un dilemme. Premier dilemme, c'est que la réglementation des marchés publics, si il n'y a pas de soubassement, il n'y a pas de paiement. Ça, c'est très simple. Il y a la première position des juridictions administratives, s'il n'y a pas de soubassement, l'entreprise ne peut pas se faire payer. Maintenant, la deuxième position qui s'est développée dernièrement devant les juridictions administratives, c'est que même en absence d'un soubassement légal, l'entreprise peut prétendre à un remboursement des travaux réalisés.
sur la base du principe d'équité et de la justice, étant donné que l'entreprise a effectivement engagé certains travaux qui n'étaient pas prévus par le marché initial, il serait injuste qu'ils ne soient pas payés, surtout que parfois ces travaux supplémentaires, ils dépassent en fait la valeur du marché initial, et par conséquent, l'entreprise risque d'être en cessation de paiement à cause des travaux qu'il a engagés sans être payé. Maintenant, la position de la jurisprudence, vous le savez certainement que la jurisprudence administrative dans le monde entier est une jurisprudence qui crée la norme juridique. Il ne se contente pas en fait d'appliquer les textes juridiques, mais il peut partir au-delà de ça et adapter certaines dispositions du droit commun aux pratiques de l'administration. C'est ce qui s'est passé à travers les travaux supplémentaires, c'est que la justice a trouvé un moyen pour pouvoir payer les entreprises en difficulté ou bien ayant exécuté ces travaux supplémentaires à travers la théorie de l'enrichissement sans cause, sur la base des articles 66-67 du Code des obligations et des contrats. Le Code des obligations et des contrats fixe un certain nombre de conditions pour qu'on puisse appliquer cette théorie. Parmi ces conditions, il faut qu'il y ait un enrichissement. Ça veut dire que le maître d'ouvrage s'est enrichi grâce aux travaux supplémentaires, qu'il y a un appauvrissement, et l'appauvrissement ici c'est l'entreprise ou bien l'attributaire du marché, et c'est appauvri à cause de ce marché, et en même temps qu'il n'a pas commis de faute. Alors que l'entreprise en situation, en l'espèce, elle a commis une faute. C'est quoi? C'est qu'il a accepté d'exécuter les travaux ou bien de produire d'exécuter les travaux sans avoir un contrat qui lui permet d'effectuer ces travaux. Maintenant, quand on s'est rendu compte que cette théorie n'est pas en fait adaptée à la situation, la jurisprudence administrative a adopté une nouvelle théorie qui est la responsabilité partagée. La responsabilité partagée du maître d'ouvrage et la responsabilité de l'entreprise en question. La responsabilité partagée, qu'est-ce qu'il a comme avantage pour le maître d'ouvrage? C'est que les travaux exécutés ne sont pas payés en totalité, mais uniquement les travaux réels exécutés avec leur valeur, sans le manque à gagner que l'entreprise a subi. Ça, c'était par rapport au, grosso modo, la position de la jurisprudence administrative. Et on dira pourquoi tout à l'heure que c'est important de vérifier toujours, d'avoir un soubassement légal pour l'exécution des travaux. Maintenant, le deuxième point que je veux partager avec vous, ce sont les décisions administratives au cours du marché. Alors, au cours de la vie d'un marché, le marché, bien sûr, comme vous le savez, il peut durer un certain temps, surtout pour les marchés des travaux qui durent un certain temps important, comme on vient de le voir ici à l'université avec les établissements qui sont en cours de construction. Alors, il y a un certain nombre de décisions que le maître d'ouvrage, étant donné qu'il s'agit d'un contrat, on va dire, de droit public, le maître d'ouvrage, il a certains prérogatives qui sont prévus par les textes en vigueur. Alors, la décision, il peut prendre certaines décisions, notamment par ordre des services, d'ajournement, d'interruption ou d'arrêt des travaux. Ce genre de décision a un impact significatif sur l'entreprise attributeur du marché. Pourquoi? Parce qu'il suppose un certain nombre, il paye les salaires, il a les machines qui sont engagées, et là ils sont installés sur place, et par conséquent il y a un certain nombre de charges à chaque fois qui augmentent. Alors prenons en considération ces éléments, la justice administrative indemnise les entreprises attributaires pour les périodes d'arrêt des travaux. Alors parfois les arrêts, ou bien les décisions, les ordres de service d'arrêt des travaux ne sont pas l'émanation de la volonté de l'administration, mais ils sont effectués, les ordres de service sont donnés sur la base d'une demande effectuée par l'entreprise elle-même, soit pour des contraintes logistiques, soit pour des contraintes météorologiques, soit parfois des contraintes sanitaires, comme c'était le cas à travers la crise sanitaire du Covid. Et parfois, même le maître d'ouvrage, parce qu'on est gentil dans l'administration publique, on accorde ce qu'on appelle des ordres de service de complaisance. Ça veut dire quoi un ordre de service de complaisance? C'est qu'on va ordonner à l'entreprise de s'arrêter, mais réellement ce n'est pas un arrêt effectif, mais l'entreprise continue ses travaux juste pour qu'il puisse rattraper le temps perdu et pour qu'on ne puisse pas lui appliquer en fait les pénalités de retard.
Et ce cas, il est récurrent dans les rapports de la Cour des comptes et on le voit effectivement dans les contentieux des marchés publics. Maintenant, on a des arrêts, des ordres d'arrêt des marchés publics, ou bien des travaux, sans qu'on puisse indiquer les motifs. Pourquoi il y a un arrêt? L'ordre d'arrêt doit normalement être motivé. L'ordre d'arrêt, si l'arrêt prend un temps important, l'entreprise va exiger une indemnité. L'entreprise qui exige indemnité, alors que c'est elle-même qui a demandé l'arrêt des travaux, ne doit pas normalement accepter, la justice normalement ne doit pas formuler une indemnisation pour la faute qui n'est pas imputable au service public. Il arrive souvent que les CPS ne sont pas respectés. Alors, les violations de l'entreprise dans des procès-verbaux de manière précise. Quand on dit que... merci, monsieur Noé. Alors, la violation le CPS, le cahier des prescriptions spéciales, c'est le contrat du marché. Et parfois, on ne respecte pas, en fait, le contrat du marché. L'entreprise ne respecte pas les contrats de marché. Et pourtant, le maître d'ouvrage ne consigne pas ces violations dans le cadre d'un procès verbal. Et il n'informe pas, en fait, l'entreprise de ces violations. Et lors d'un contentieux, on est surpris d'un certain nombre de choses que parfois, vous savez, en fait, la logique du secteur privé, ce n'est pas la logique du secteur public. Alors, la logique du secteur privé, et on est beaucoup plus pour protéger l'intérêt privé. Alors, le secteur privé, il va documenter toutes les violations du maître d'ouvrage. Il va s'assurer que toutes les violations que le maître d'ouvrage va commettre vont être dressées par un procès verbal et qui va produire au cours d'une procédure judiciaire. A l'inverse, la majorité absolue des maîtres d'ouvrage, parfois par inadvertance, on va dire, par omission, ne consignent pas les violations, alors que les entreprises, les attributeurs des marchés, commettent beaucoup d'infractions qui peuvent être utiles lors de l'analyse en fait de dossiers du contentieux. Maintenant, pour qu'on puisse combler, ou bien pour qu'on puisse discuter, éviter ce genre de problème, il y a un certain nombre de recommandations qui sont formulées par la Cour des comptes. Par exemple, on a assuré un contrôle technique systématique et rigoureux de l'exécution des travaux, instauré un contrôle interne permanent, appuyer les ressources humaines compétentes, le but de se prémunir contre les risques liés à la fiabilité. Alors les ressources humaines doivent être normalement renforcées. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports de la Cour des comptes qui le dit. Alors, responsabiliser davantage tous les intervenants dans la phase de l'exécution, à savoir les entrepreneurs, les architectes, les bureaux d'études techniques et les bureaux de contrôle. Toutes ces personnes, il faut les responsabiliser et leur attribuer en fait une responsabilité conséquente par rapport alors au travail qu'ils font. Alors, on a un recours à l'expertise technique du cabinet d'indépendants pour les opérations particulières de contrôle. Renforcer la capacité de gestion des ordonnateurs et des sous-ordonnateurs par la formation et la formation continue. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. En ce qui concerne la phase du contentieux, il faut instaurer un mécanisme ou bien ce qu'on appelle un système de management des risques juridiques. Il faudra établir ce qu'on appelle une cartographie des risques juridiques qui concerne les marchés publics. Tout organisme connaît déjà les insuffisances des décrets, les problématiques qui peuvent être posées. Il faudra qu'on puisse adopter un certain nombre de mécanismes qui nous permettent d'agir en amont avant que le risque juridique ne survienne. C'est ce qu'on appelle la prévention des risques juridiques. Afin de prévenir les risques juridiques liés au marché, il est nécessaire de prendre des actions qui concernent toutes les phases de l'opération. Lors de la phase de la préparation, par exemple, il faut effectuer toutes les démarches nécessaires avant de procéder à la publication de l'appel d'offres. Obtention des autorisations administratives nécessaires, préparation des plans requis, assainissement de l'assiette foncière du projet. Alors, on a rencontré beaucoup de problèmes lors des dossiers litigieux en ce qui concerne les marchés publics, ce qui concerne la procédure de la voie de fait. Parfois, en fait, des établissements publics commencent un marché de travaux alors qu'ils n'ont pas assigné l'assiette foncière sur laquelle les travaux vont être effectués. Ce qui conduit à un certain nombre de difficultés lors de l'assainissement. Alors, à tout moment, en fait, le propriétaire réel de l'assiette foncière va se manifester et va demander un arrêt des travaux, ce qui va occasionner un retard
dans l'exécution du travaux, ce qui peut occasionner, parce que ce n'est pas la faute de l'entreprise, c'est le maître d'ouvrage qui doit normalement s'assurer que les terrains sont réellement en sa propriété sans aucune encombre. Alors, le deuxième point, c'est préparer les CPS afin de déterminer précisément les besoins réels. C'est le programme prévisionnel. Mener des études topographiques approfondies sur le terrain sur lequel sont réalisés les travaux. Cela servira à déterminer le volume de nature des travaux effectifs. Éviter par la même occasion l'éventuelle modification. S'assurer de l'établissement en mesure d'honorer ses engagements contractuels dans les délais fixés par les marchés. Donner l'ordre de commencement des travaux. Désigner un représentant de l'établissement dans le chantier. La phase de la réalisation, il faut respecter les clauses du contrat. Dépassement du volume de travaux par l'entreprise doit être sur un accord formel conformément aux dispositions légales. Consigner les différentes infractions commises par l'entreprise. D'autres, activer les mécanismes de pénalité de retard. Et ce point, il est récurrent dans les rapports de la Cour des comptes et on le voit également dans le contentieux. Je ne sais pas pourquoi les administrations publiques, les établissements publics n'appliquent pas des pénalités de retard alors que c'est un moyen très important de pression sur l'entreprise. Préciser les causes d'arrêt extrinsèques au fond des ordres des arrêts, tout en le justifiant par les procès-verbaux et les demandes d'arrêt formulées par l'entreprise. Sauvegarder les cahiers de chantier et prendre une copie des procès-verbaux des réunions des chantiers. Subordonner l'ordre de l'arrêt à un arrêt réel et effectif des travaux, répondre à toutes les correspondances de l'entreprise, l'ensemble des conflits soulevés, respecter les délais juridiques de liquidation, à savoir 4 ans, tenir un dossier spécifique pour chaque marché. Ce dossier doit contenir l'ensemble des documents administratifs se rapportant à l'appel d'offres émis par le maître d'ouvrage, par l'entreprise ou par tout intervenant. Tous les documents doivent être normalement réunis et je vous le dis en connaissance de cause parce que parfois dans le contentieux, on demande en fait les documents, certains documents, l'entreprise il a le document, le maître d'ouvrage il est dans l'impossibilité de produire certaines pièces, ce qui rend la défense en fait qu'on va engager devant les juridictions vraiment, voire même parfois c'est aberrant, devant l'entreprise va vous ramener une attestation, que vous-même vous n'êtes pas au courant qu'il existe une attestation du sang. La phase de la finalisation, il faut respecter la procédure avant résiliation et veiller à ce que la décision de résiliation soit motivée. Restituer les montants des cautions, respecter les procédures de réception provisoire ou définitive. Vérifier les éventuelles défaillances avant d'utiliser le bâtiment en ayant recours à la procédure de réception provisoire. Parfois, ça c'est incroyable, parfois en fait on a le maître d'ouvrage qui prend possession des lieux, qui commence à utiliser le bâtiment alors qu'il n'a pas dresser un procès verbal de réception provisoire. Et il ne veut pas payer l'entreprise, il dit que le marché a été mal exécuté. Alors, avant d'utiliser le bâtiment, il faut dresser un procès verbal de réception provisoire qui mentionne en fait les insuffisances ou bien les problématiques rencontrées et ainsi vous pouvez normalement prétendre à une éventuelle non-paiement. Alors, effectuer les procédures de réception provisoire, désigner une commission technique en ce qui concerne les marchés de fournitures, activer les dispositions juridiques qui se rapportent à la garantie décennale. Et tout ça pour vous dire que normalement, le contentieux du marché public occasionne beaucoup plus de pertes financières au trésor public, parfois qui dépassent même la valeur du marché. Alors, un marché qui porte sur 30 millions de dirhams, on peut trouver en fait les procédures qui vont être les sanctions qui vont porter, les jugements, les décisions administratives vont porter sur 30 le montant global du marché. Alors ça c'est quelque chose que nous devons éviter par l'instauration d'un mécanisme qui permette de prévenir les risques juridiques. Merci. C'est bon pour moi, merci. Merci professeur Zrak, bien sûr, en tant qu'enseignant-chercheur, spécialiste en droit des affaires, et comme j'ai cité avant, ancien responsable d'ingénierie juridique à l'agence judiciaire prévoyante. Le professeur Zrak a consacré son intervention surtout sur le contrôle des marchés publics par les juridictions financières selon le code des juridictions financières par loi 92-62. Et bien sûr, il a touché le contentieux des marchés publics qui relève des questions administratives prévoyants. Mais
dirige. C'est tout un expert qui est déjà ancien cadre dans la... Il joue un rôle très important dans ce sens. La dernière et la troisième intervention revient aux intervenants prof Mustafa Raja'Allah. Mustafa Raja'Allah, il est enseignant-chercheur à l'Institut des sciences du sport Université Hassan Ier. Il est coordonnateur du master spécialisé en transformation digitale et technologie du sport. Il est membre permanent du laboratoire de recherche mathématiques, informatique et sciences de l'ingénieur. Il est ex-chargé de mission à la présidence de l'université et ex-ingénieur en chef à la présidence de l'université, de l'université Hassan Ier. Donc, son intervention sera axée sur le nouveau décret et la digitalisation du processus de passation des marchés publics. Sachant que le nouveau texte a consacré un chapitre à la dématérialisation des procédures et documents des pièces. Et bien sûr, il a consacré des articles, de l'article 134 jusqu'à l'article 141. L'article 134 concerne les documents à publier sur le portail des marchés publics et l'article 141 pour la dématérialisation, c'est-à-dire comme a signalé M. le Président, la signature électronique, la signature scannée. Le facteur commun entre ces articles, c'est que ces modalités sont fixées par arrêté du ministère de Finances, après avis de la Commission nationale de la commande publique. Vraiment, en 17 août 2023, a été publié l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargée du budget, numéro 1692-23, du 23 juin 2023, relatif à la dématérialisation des procédures, documents et surtout la dématérialisation des bons de commande. Donc, M. Raja'Allah, dans son intervention, il va expliquer toutes ces nouveautés, des nouveaux décrets. À vous la parole, M. Raja'Allah.